Eh ben, bonjour à toutes et tous, ça me fait très plaisir d'être là devant vous et de vous présenter cette conf. Je vais faire une petite rapide présentation. Donc je me présente, je suis Sonia Prévost-Mercier, je suis développeuse web Ruby on Rails après une reconversion par le wagon. J'ai travaillé en start-up, en ESS et dernièrement pour le service public. Avec Lisa et Agathe, on a fondé l'asso Women on Rails et elle fait encore parler d'elle aujourd'hui, essentiellement grâce à la newsletter tech créée par Juliette et Camille. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, elle vaut le coup. À la fin de la présentation, je vous donnerai le lien de cette présentation qui vous permettra d'avoir accès aux sources que j'ai mis. Donc pas besoin de noter toutes les sources, je vous donne tout à la fin. Et avant de commencer, parce que je vois qu'il y a plein d'hommes parmi nous, un petit avertissement aux hommes présents, tout n'est pas à prendre pour vous. On va parler d'un problème systémique qui dépasse chacune de nos individualités, et même si vous trouvez que ça pique un peu, promis, j'ai fait un énorme effort pour arrondir les angles pour que ça ne soit pas trop violent. On y va. Avant de commencer, je pense qu'il est un peu nécessaire d'expliquer d'où je parle, quel est mon contexte personnel qui me permet d'être là aujourd'hui devant vous pour vous parler de discrimination. Donc moi, j'ai fait une reconversion dans le développement web il y a 8 ans et je suis une femme blanche, aujourd'hui cis et hétéro. Et je fais donc partie d'une minorité dans la tech, femmes et reconverties. Mais il existe aussi d'autres groupes sociaux discriminés. On parle des personnes racisées, LGBT, handicapées, grosses, de plus de 50 ans. Et ce que j'essaye de vous dire en vous racontant cela, c'est que j'ai besoin que vous regardiez en tête que les personnes qui cumulent les discriminations ont très certainement vécu des situations pires que celles que je vais vous raconter. Je respire. Donc je vais vous parler de 3 choses. La première, c'est que je vais vous faire un petit recueil des petites phrases anodines que j'ai pu entendre dans ma carrière et leur impact. Ensuite, on va essayer de voir un peu quel est le problème et qui est responsable du problème et pourquoi. Et enfin, pour ne pas partir juste sur de la négativité, on va essayer de voir comment on peut s'organiser ensemble et comment on peut un peu changer l'univers de la tech. Alors, allons-y sur les petites phrases anodines. Ah bon, tu connais pas ce concept informatique de base. Cette phrase, toutes les personnes reconverties l'ont entendue, c'est l'argument d'autorité, ou pour mieux parler au nord, le marteau de Thor des ingénieurs. Cette phrase, elle te renvoie irrémédiablement au fait que tu n'es pas fait d'école d'ingénieur. Ici, nous ne parlons pas de la capacité à apprendre, ni de la capacité à évoluer et embrasser des projets, juste la capacité à régurgiter ses souvenirs de pageotage à un instant T comme unique critère de laisser-passer. Ici, si tu n'as pas fait les mêmes études que ton interlocuteur, tu n'auras jamais accès au statut de vraie développeuse. Ces gardiens du temple sont redoutables, car c'est eux qui fixent les critères d'entrée et qui te font passer des sortes de mini-tests pour savoir si tu peux entrer dans le club ou pas. Cette technique, ça s'appelle du gatekeeping. Toi, tu sais parler aux gens. Eh oui, tu sais pas parler, toi? Comme une grande partie des humains de cette planète, j'ai la possibilité de communiquer avec les autres humaines qui m'entourent. C'est fou, hein? Mais bizarrement, ce trait n'est valorisé uniquement chez les femmes et uniquement hors période d'évaluation annuelle. Pour vous donner un exemple, à mon premier poste, on m'a mis dans une team support parce que, texto, je savais parler aux gens. Et donc, je me suis tout de suite retrouvée à faire du glue work. C'est un travail informel et pourtant essentiel qui consiste à lier entre elles les parties prenantes d'un projet. Et que font les développeurs, les vrais, pendant ce temps-là? De la technique pure et dure. Pendant que toi, tu progresses techniquement, moi, je stagne. Et si moi aussi, je préférerais parler avec une API en SOAP plutôt qu'avec le responsable marketing, tu trouverais ça bizarre? En tout cas, ça me serait plus utile, le moment venu de demander une augmentation. Et pendant que vous cantonnez les femmes au rôle de lien, vous continuez d'entretenir un statu quo qui bloque les femmes sous un plafond de verre technique. T'es pas assez technique pour ce poste. Vous le voyez venir, le mur infranchissable? Tu fais du glue work parce que personne ne le fait et que ça arrange tout le monde. Tu progresses moins vite techniquement que tes collègues masculins. Et quand on te donne enfin plus de responsabilités, on te dit que t'es pas assez technique. Malin, les gars. Celle-là, elle m'a fait particulièrement mal parce que c'était de la part d'un allié, la personne censée t'aider à progresser. Il voulait me protéger. Il l'a tellement bien fait qu'ensuite je me suis mis à douter de tout le temps.
Ça s'appelle une critique bienveillante, humiliante, ou comment saper, rabaisser une femme tout en restant sympa. Tu pourrais sourire un peu plus ? Ça met une mauvaise ambiance sinon. Celle-ci, je l'ai entendue dans un moment crucial de mon évolution de carrière. Je demandais de la reconnaissance pour les responsabilités que j'occupais en plus de ma fiche de poste, notamment encore pas mal de glue work. Mon manager refusait de me promouvoir et dans le cadre d'une négociation ouverte, il a choisi de me considérer, non pas pour mon ambition, mais pour ma condition de femme. Établir un plan de carrière correspondant à mes compétences acquises et mon ambition, non. Refuser un avancement en me rappelant une attente sociale genrée, oui. Les hommes ici présents dans la salle, est-ce qu'on vous a déjà demandé de sourire plus pour nous divertir ? Non, je vois pas de main levée, je me dis c'est bien, c'est du sexisme crasse. Des petites phrases, j'en ai d'autres en stock, mais on va s'arrêter là, parce que je pense que vous avez compris qu'elles ne sont pas anodines, ces phrases. Elles ont un impact. Contrairement à ce qu'on a pu me dire quand j'ai osé réagir, c'est pas de l'humour, c'est méchant. Je prendrai pas de recul, j'ai le droit de m'enflammer, et oui, je suis assez technique. Elles ont un impact parce qu'elles introduisent le questionnement suivant en vous. Est-ce que je suis une vraie développeuse ? Est-ce que j'ai ma place dans la tech ? Cette phrase, ça fait 8 ans que je me la pose. Et à force d'entendre ces petites phrases qui alimentent ma petite voix intérieure, juge impitoyable, j'en suis presque arrivée à réaliser la prophétie autoréalisatrice posée par ces petites phrases. Je ne suis pas une vraie développeuse. Chaque phrase prise en elle-même a un impact limité, même si chacune est profondément problématique. Mais une remarque par-ci, ajoutée à une autre, puis à une autre, et encore une autre, elle a un effet cumulatif terrible. Ces phrases, elles finissent par user la certitude de nos compétences, elles alimentent notre syndrome de l'impostrice, elles bloquent nos carrières, elles sapent notre confiance en nous et demandent en contrepartie une exigence personnelle dingue. La conclusion, c'est souvent la même, c'est l'épuisement. Parlons même de burn-out, parce qu'on s'épuise à essayer de gagner de la reconnaissance auprès d'un groupe qui ne vous la donnera jamais. Peut-être que c'est l'intention de ces personnes, nous rappeler à nos fourneaux pendant qu'ils s'occupent des trucs compliqués, nous faire sortir de la tech parce que ce n'est pas notre place. Que nous reste-t-il comme option quand on a épuisé toutes nos ressources ? Quitter la tech ? Qui, dans la salle, a entendu ce genre de remarques déplacées, les blagues potaches qui ne fait rire que certaines personnes ? Merci. Qui s'est déjà posé la question de sa place ? Ou de ses compétences ? Qui a déjà envisagé de quitter la tech ? Voilà. Seule, je pourrais croire que c'est moi qui interprète tout mal, qui me monte le bourrichon, ou que j'ai pas eu de chance. Mais quand la moitié des femmes en poste quittent la tech après 35 ans, je sais qu'il y a un problème plus vaste, un problème systémique. Mais est-ce que c'est si grave si les bonnes femmes quittent la tech, hein ? Après tout, on serait un peu plus tranquille, non, sans ces casseuses d'ambiance ? Eh bien, le problème, c'est que ça coûte cher. Cher aux personnes concernées, dont la carrière plafonne, cher aux entreprises privées d'un pool de candidates ou d'une réputation pas terrible, et cher aussi aux hommes qui aimeraient faire autre chose que patauger dans une culture toxique. On a déjà beaucoup de mal à faire rentrer les femmes dans la tech, mais en plus, quand elles y rentrent, elles ne restent pas. C'est chaud. Turnover, pénurie de profils, recrutement compliqué et qui dure. Une étude américaine montre que le turnover dû au sentiment d'injustice dont je vous parle coûte environ 16 milliards de dollars par an. Maintenant qu'on a posé le problème, j'aimerais, avant de proposer des pistes pour le résoudre, essayer de comprendre les causes. Qu'est-ce qui se joue dans la tête de ces personnes quand elles s'autorisent ces remarques déplacées ? Alors attention, je rappelle qu'avant de me tomber dessus, je refais un petit disclaimer pour éviter que ne vous sentez pas visé personnellement. Ne le prenez pas personnellement, je vous raconte un problème global qui dépasse nos individualités. Mais c'est parti, ça va piquer un peu, je pense que... 100% de ces remarques m'ont été faites par des hommes cis blancs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Orangina Rouge, avec ce bonhomme, peut-être qu'il y a des gens trop jeunes dans la salle pour connaître, mais il avait une tronçonneuse et il était très méchant, et quand on lui demandait pourquoi il était aussi méchant, il répétait « parce que !» Bon, moi, je suis du genre à essayer de comprendre pourquoi il est aussi méchant.
Et dans notre cas particulier, il se passe quoi dans la tête de ces personnes pour qu'elles s'autorisent à se faire ce genre de remarques? J'ai longtemps cherché et l'été dernier, il s'est passé un truc pas très cool dans ma vie qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, on était toutes et tous des agents de la société avec comme mission de faire respecter les normes établies. Ça a fait un gros tilt dans ma tête et puis je me suis appliqué la même chose avec ce que j'avais pu vivre moi dans la tech. Donc c'est parti pour un petit cours de sociaux. Mon domaine d'expertise n'est pas la sociologie, mais je me suis beaucoup documentée sur le sujet pour cette conférence et je ne pense pas dire d'âneries dans la suite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de contrôle social informel? C'est un concept sociologique important qui fait partie vraiment intégrante de nos vies et auquel tour à tour on a été soumis ou actrice. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la définition Wikipédia, c'est l'ensemble des pratiques sociales, formelles ou informelles, qui tendent à produire et à maintenir la conformité des individus aux normes de leur groupe social. Il est dit informel lorsqu'il est appliqué par des membres du groupe, mais sans relever de règles écrites. Dans la vie de tous les jours, il est surtout utilisé pour éviter les comportements déviants à la norme. Dans le plus basique des cas, ça peut être du vol. Mais il s'applique aussi à des choses plus subtiles. Par exemple, prenez un petit garçon qui se met à porter des robes. La règle tacite de notre société, c'est la suivante: les garçons ne portent pas de robes. La réaction de l'entourage qui se veut bienveillante est: peut-être que vous devriez lui laisser porter des robes uniquement à la maison, mais il va souffrir sinon. Par cette simple phrase, on va faire comprendre que la société est dure, mais qu'il ne faut pas déroger à ces règles sous peine d'en subir les conséquences. Isolement de l'enfant, moquerie, etc. Là où le bas blesse, et on vient de le voir dans cette définition aussi, c'est que le contrôle social est souvent utilisé à des fins de domination. C'est un outil d'oppression envers les groupes dominés. Et si on regarde bien cette phrase, il y a quelque chose qui devrait vous alerter. Il est l'un des canaux par lesquels les hiérarchies sociales sont produites et légitimées. Ça vous rappelle rien? Essayons d'appliquer ça à la tech. On a un groupe social homogène dominant. 7 employés sur 10 sont des hommes, 4 managers sur 5 sont des hommes. Qui exclut les autres groupes sociaux dominés. Je parlais femmes, racisées, personnes LGBT, reconverties, handicapées, grosses, plus de 50 ans. En utilisant plusieurs techniques, donc c'est toutes les petites remarques dont je vous ai parlé, il y en a d'autres aussi, mais donc du sexisme bienveillant et hostile, des moqueries, brimades, condescendance, la valorisation de certains profils aussi, moi j'en peux plus d'entendre les time engineers, le gatekeeping, du gaslighting. Pourquoi? Pour ne pas perdre leurs privilèges. Les salaires sont élevés, les prises de décision, elles sont faciles. C'est plus compliqué de prendre des décisions quand il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes vécus et les mêmes avis que les 4/5e de l'équipe. Ils ont aussi une position sociale avantageuse et aussi une peur de l'inconnu. CQFD? Attendez, partez pas. Il me reste encore plein de temps, je pense. J'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Quand on est face à ça, on aurait tendance à se dire qu'il n'y a rien à faire, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. La société, elle évolue. Les lignes, elles changent. Les normes, elles changent et elles évoluent. Vous en voulez une preuve concrète? Je suis une femme et je porte des pantalons. Et même si l'abrogation de l'arrêté interdisant aux femmes de porter les pantalons date de seulement 2013, ça fait quand même quelques années que les femmes ont pris le droit de porter les pantalons. Alors, allons-y pour essayer de voir comment on peut organiser la riposte et faire bouger les lignes. Comment on fait pour faire bouger les lignes? Et quels sont les acteurs et les actrices de ce changement? Je vous propose d'abord de voir les actions individuelles qu'on peut mettre en place quand on fait partie d'un groupe social dominé, puis de regarder en tant qu'individu socialement dominant ce qu'il faudrait faire pour éviter de perpétuer ce système excluant, et enfin les entreprises. Elles ont un grand rôle à jouer car ce sont elles qui ont le plus grand pouvoir coercitif pour faire en sorte que la tech soit un domaine plus inclusif. Je vous laisse méditer sur cette citation de Senghor parce que je crois que c'est ça le plus important. Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens sous le signe. Par exemple, moi quand j'ai écrit cette conférence, que j'ai réfléchi à pourquoi j'avais envie de quitter la tech, à l'époque, le fait de comprendre que c'était un problème systémique qui dépassait ma petite personne, ça m'a fait un bien fou. En fait, révéler le contrôle social informel, ça a été ma première étape pour faire la paix avec ce que j'avais pu vivre et avec l'exigence dévorante qui me pourrissait la vie. Et révéler le sens de tout ça, ça redonne du pouvoir. Donc nous, en tant que groupe social dominé, la première chose à faire, c'est de vraiment, d'identifier les techniques utilisées. Ça permet de prendre du recul,
ce qui permet de diminuer les impacts sur soi, car on arrive à replacer l'impact de la phrase sur la personne qui nous l'a dite. Trouver des réparties aussi. Par exemple, j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça génial, c'est faire répéter comme si on n'avait pas compris la personne qui tente de faire une blague sexiste. Et puis, inscrivez-vous à une session d'autodéfense féministe. À ce sujet, j'ai mis un petit guide d'autodéfense féministe pour ados et pas que. Franchement, c'est hyper important pour avoir le sens de la répartie. Identifier les techniques, ça permet aussi de ne pas les utiliser quand on est en position de domination. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis une femme blanche, mais je suis ni racisée, ni LGBT, ni grosse, ni handicapée et tout. Et je peux être aussi, moi, en position de domination. Et identifier les techniques, ça permet à moi de me dire, de mettre un filtre en disant genre, bah non, peut-être que tu ne vas pas parler de ce concept technique que la personne ne connaît potentiellement pas. Ensuite, il faut qu'on s'organise. On peut faire cette identification des techniques seul ou accompagné. Rejoindre une communauté de personnes qui vivent les mêmes discriminations que vous, par exemple, permet de vérifier si cette remarque, ce comportement est déplacé. Ça permet de s'aider aussi sur les réparties. Nous, on a créé Women on Rage aussi pour ça, pour avoir un espace à nous, où nous pouvons parler des étrangetés qu'on vivait en tant que seule femme dans une équipe. La documentation de ces phrases, en apparence anodines, permet aussi de remarquer le caractère systémique de la technique et aussi de mettre tout ça sur un plan factuel pour faire remonter le problème, soit à votre manager, soit à votre RH. Ça permet aussi, et je l'ai maintes fois vérifié, de déposer hors de votre cerveau la brutalité de ce que vous vivez et de la mettre à distance. Rédiger un Brad Doc, c'est une super idée aussi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un document qui retrace les succès que vous avez pu vivre dans votre carrière, les phrases positives que vous avez pu recevoir. C'est aussi beaucoup plus que ça, mais en gros, ce que ça va vous permettre, c'est quand ça va mal et que vous vous posez trop de questions sur ce que vous vivez, ça vous permet de vous replonger dans vos réussites. Encore une fois, le principe, c'est d'essayer par tous les moyens d'amoindrir la remarque ou le comportement déplacé qui cherche à vous minimiser. Moi, je suis la spécialiste de la petite voix dans la tête qui dit que je suis nulle. Et bien, depuis que je note au moins les paroles positives à mon égard, ça me permet de me dire que la petite voix, elle n'a pas forcément raison parce qu'Atal a dit ça de moi à un moment. Le Brad Doc, ça permet aussi de voir la trajectoire passée et de voir ce qui nous a plu. Ce qui permet, in fine, de réfléchir à ce qu'on a envie de faire quand on sera une vraie développeuse. Faire mon plan de carrière en identifiant clairement les étapes pour y arriver, ça aurait pu m'aider à voir plus clair et à refuser le glue work pour progresser direct techniquement. Et s'autoriser à faire du code fonctionnel, donc cette dernière phrase, c'est de se dire que c'est OK, même quand on est reconverti, de faire du code pas beau, mais qui fonctionne. Je ne vous raconte pas le nombre de fois où je me suis bloquée toute seule parce que je n'arrivais pas à écrire du code parce qu'il fallait qu'il soit parfait. On a une énorme pression, en tant que personne reconvertie, de faire les choses parfaitement, de prouver qu'on a notre place et qu'on a bien compris les codes. On doit surperformer. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je me prendrais moins la tête pour savoir si c'est guillemets double ou guillemets simple, et je coderais un truc pourri sur lequel j'itérerais au fur et à mesure. Il n'y a pas beaucoup d'items sur la partie du groupe social dominant, mais parce que je pense que ce n'est pas à moi de faire ce travail. Mais quand on est une personne en situation de domination, déjà la question, c'est de quel groupe social je fais partie. Quels sont les privilèges et pourquoi je ne veux pas abandonner mes privilèges. Et quels avantages j'aurais à faire de la place et comment je fais pour être un meilleur allié. Je vous ai mis une petite note de lecture parce que, en fait, quand j'ai fait cette conférence à Paris Web, il y a des hommes qui sont venus me voir en disant genre, moi, j'en peux plus non plus de cette culture et tout ça. Et je pense que vraiment, dans les avantages que j'aurais à faire de la place, la volonté de changer de belle hooks, elle vous fait comprendre ce que le patriarcat fait aux hommes et c'est pas joli, joli. Et puis, documentez-vous, écoutez les personnes concernées et éduquez-vous. Quant aux entreprises, donc je reprends cette phrase texto d'Isabelle Collet, il faut intéresser les femmes pour qu'elles postulent. Une fois qu'elles postulent, il faut savoir reconnaître leur candidature. Et une fois qu'elles sont recrutées, il faut réfléchir à l'environnement de travail. Si on ne fait pas les trois ensemble, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien d'essayer de recruter plus de femmes si votre environnement de travail il est toxique et si elles partent. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Donc c'est réfléchir à sa culture d'entreprise, qu'est-ce qu'on permet? Les questions de ce qu'on permet, c'est primordial. Il est nécessaire de passer par une phase de tolérance zéro, de contrôle social informel renversé pour enlever
le sentiment d'impunité à la personne qui permet de créer ces environnements toxiques. Et réfléchir aux bénéfices d'avoir une culture d'entreprise saine et diversifiée, qu'est-ce que ça amène en termes de productivité quand tout le monde va bien? Valoriser le glue work autant que les compétences techniques, avoir un plan de carrière identifié, surtout pas de glue work pour les juniors. Et puis arrêter les tests techniques pour les postes de management en fait. Enfin ça c'est mon avis personnel. Et surtout se former, et en priorité former les managers au VSS. Je ne vous l'ai pas mis là, mais je l'ai mis dans la biblio. Y a plein d'associations, notamment l'association des femmes victimes de harcèlement et tout ça au travail, qui font des formations pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi on n'a pas le droit de faire ces petites phrases-là. Ce que ça implique, franchement, c'est vraiment un peu important. Et donc, si vous êtes une entreprise et intéressée par ces sujets, moi, ça m'intéresserait beaucoup d'en discuter avec vous. Et il y a aussi des entreprises super que vous pouvez contacter qui peuvent vous aider. Je vous donne 2 noms que j'ai repérés. Il y a The Alliance et 15 Tech. Moi, j'ai presque fini. Ah, il y a plein de temps pour les questions, trop bien. Est-ce que je vais quitter la tech? C'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle de cette conf, on me dit « Oh non, quitte pas la tech !» Bon, alors moi, je vais vous rassurer, j'ai fait un grand chemin, je ne vais pas quitter la tech, ou pas exactement. J'ai très envie de continuer à m'investir pour une société plus inclusive, et donc je me dirige vers l'accessibilité numérique. Et je ne sais pas encore sous quelle forme, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à en venir discuter avec moi. Cette conférence, elle ne s'est pas faite toute seule. Elle m'a demandé du temps, des recherches, des discussions et des prises de tête. Donc, merci aux personnes de Paris Web de m'avoir poussé à déposer ce sujet et d'avoir assuré le service après-vente. Merci à mon conjoint, Rémi, qui m'a filé les punchlines du début. Et il a éprouvé avec courage et abnégation mes atermoiements à la création de cette conf. Merci à Juliette, elle n'est pas là, mais je la verrai certainement ce soir, grâce à qui j'ai découvert l'existence du glue work et des bragdocs. Et un dernier merci à Rachel Thomas, qui déjà en 2016 parlait du problème et qui m'a permis d'identifier la normalité de ce secteur si excluant et la difficulté d'y faire sa place. Pour poursuivre la discussion, je vous invite à aller voir les liens fournis dans la bibliographie. Je suis sur Twitter et pour retrouver la conférence, c'est ici. Voilà, j'ai fini. Et je bois. Du coup, on a du temps pour les questions. Oui. Violence sexiste et sexuelle, pardon. Oui. Eh bien, le glue work, c'est toutes les petites tâches. Alors, oui, je devais répéter la question. Donc, c'est quoi le glue work? Le glue work, c'est l'ensemble des tout petites tâches qui ne sont pas visibles mais qui permettent de faire du liant. Et ça peut aller de genre juste organiser un pot de départ à aller voir un tel parce que le problème, il y a un problème par rapport à la spécification. Et souvent, en fait, c'est quand même un truc. Il y a un super article dans la bibliographie qui vous explique un peu tout ce qu'est le glue work. Mais c'est un vrai travail de liant. Toute question, des réactions? Oui. Du coup, la question, c'est est-ce que toutes ces petites phrases ont été remontées ou pas? 2 choses. La première, c'est que j'ai 8 ans de carrière et quelques expériences. Donc, du coup, ces petites phrases, elles se sont échelonnées sur plusieurs choses. Ensuite, il y a eu mon chemin, moi. Enfin, voilà, je cite Rachel Thomas, mais en fait, j'ai compris, je pense, en 2018, que c'était pas OK de me demander de sourire. Donc, il y a eu un cheminement aussi personnel. Et après, oui, toi, tu t'es pas assez technique, il a été remonté, mais il n'y a rien qui a été fait. Voilà, c'est pour ça que je dis former les managers, c'est important. Et pas d'impunité non plus, quoi. Il reste 5 minutes. Je vais avoir du mal à meubler le... ouais. Eh ben, jusqu'à l'été dernier.
Non, mais vraiment, en fait, quand j'ai posé... Enfin, l'été dernier, ça a été la petite brique de Lego qui m'a fait comprendre, en fait, tout le système et pourquoi, en fait, toutes ces phrases-là me faisaient du mal. Mais en fait, cette conférence, c'est venu d'une blague sur Twitter de Sony de Paris Web qui me disait qui disait oui, déposez votre sujet et tout. Et moi, ma blague, c'était genre, mais vous voulez un sujet même quand on veut quitter la tech? Et il m'a dit oui. Je me suis dit genre, ah, peut-être qu'il y a un vrai sujet en fait. Mais ouais, ça m'a pris, je pense, ça fait 8 ans que je suis dans le métier, ça m'a pris 7 ans, quoi. Et c'est pour ça, si vous pouvez prendre un peu d'avance, c'est mieux quand même. Oui. Et alors, l'âge de mes managers, tous les âges en fait, hein. Il y avait des gens pour qui c'était leur première expérience de manager et la dernière où ça s'est pas bien passé sur le technique et tout ça. Mon N+1, il était, je sais pas, il avait autour de 40-50 ans. Et tout eu. Start-up, grosse boîte, service public. Tout partout. Ouais. Et ben, je noterai déjà toutes ces petites phrases. Je pense que là, moi, mon but, c'est de me former à l'autodéfense pour trouver l'essence de la répartie. Et je pense que c'est hyper important aussi. Enfin, moi, j'ai des enfants de 6 ans et qui ont déjà des phrases de genre t'es moche. En fait, c'est pas acceptable ce genre de phrase. On ne devrait pas dire à quelqu'un qu'il est moche. Et je pense que ça prend tout jeune. Donc déjà, apprendre à mes enfants à faire en sorte de réagir quand ils entendent des phrases comme ça. Je ne ferai pas de glue work. Vraiment, je me focaliserai hyper fort sur la technique. Je ferai du code fonctionnel parce que ça m'a bien pourri. J'essaierai de... Enfin voilà, aussi quand on est reconverti, c'est hyper... Je l'ai dit, la super formation et tout ça, mais moi, ça m'a créé des vrais blocages en fait. Et si on m'avait dit, en fait, t'as pas besoin de super former, t'es super et tu fais du super bon boulot, ça m'aurait aidé, quoi. On peut pas changer les managers. On peut juste espérer que les entreprises fassent le travail pour justement former les managers. Mais l'autodéfense, pour moi, c'est quelque chose, c'est le plus important à apprendre en fait. Oui. Non. Non, c'était moi la manager. Je sais pas. Enfin, moi, je sais que je suis une manageuse différente. Mais je sais pas si ça aurait pu changer ou pas. Mais de toute façon, c'est impossible pratiquement, puisque 4 managers sur 5 sont des hommes. Oui, 4 hommes sur 5 sont des hommes. Non. Je pense pas que ça aurait... Enfin, oui, je pense que ça aurait changé quand même. Ils vont m'écouter. Non. Ça a toujours été, la question, ça a toujours été, non mais tu sais parler, donc va parler avec les gens. Ah mais en fait, tu veux pas plutôt t'intéresser au product owner et tout ça? Alors que moi, je voulais être sur la technique. Donc ouais, non, j'ai pas eu de bienveillance avec un espèce d'accompagnement et tout, j'ai pas eu ça, ouais. Donc du coup la question, parce que j'ai oublié de répéter à chaque fois les questions, mais c'est les interactions avec les ressources humaines. Moi non, pas personnellement, mais j'ai des collègues qui l'ont fait sur des cas de harcèlement sexuel. J'ai des connaissances qui l'ont fait aussi, et la réponse, elle est pas ouf quoi. Moi, dans un truc de RH sur un cas de harcèlement sexuel, on a dit à la personne qui était victime de rester chez elle. C'est quand même un peu compliqué quoi. Bah ouais, mais c'est pas à la victime d'avoir à prouver. En fait, les process ne sont pas bons quoi. Je pense que c'est plutôt
Exactement, c'est une question de protection de l'entreprise plutôt que de protection de la personne. Et ça, ouais. Il y a une question, il y a plein de questions, mais il reste 5 secondes. Mais on continue dehors, parce qu'après, je vais avoir la pression de... Ouais, et le sentiment... C'est un problème sociétal, ouais, complètement. Et le sentiment d'impunité, alors je ne voulais pas parler de... Mais je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire avec Depardieu. Si vous regardez l'article de Mediapart, en fait, tout le monde a laissé faire. Et cet homme s'est permis de mettre des mains aux fesses, enfin, je ne vais pas raconter tout ce qu'il s'est permis de faire, mais en fait, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est 2 choses. La première chose, c'est l'impunité avec laquelle il a pu le faire. Et la deuxième, c'est les messages de genre aux victimes. Non mais, faut que tu te renforces un peu. Hein. Tu vas pas survivre sinon dans ce milieu. C'est horrible. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on voit aussi ici dans la tech. En fait, moi, c'est ce qu'on a pu me dire à moi et ce qu'on a pu dire aussi à mes enfants. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se renforcent. La société, elle est dure. Mais en fait, on n'a pas envie d'une société dure. Moi, j'ai pas envie d'une société dure. J'ai pas envie de me battre à chaque fois et de devoir genre trouver des réparties à chaque fois à des gens qui me disent des choses, quoi. Voilà. 1 minute, c'est bon. Merci.